Merci, madame. Dernier orateur inscrit, monsieur René-Paul Savary pour le groupe UMP. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais amener simplement mon témoignage comme étant membre de conseil de surveillance à la fois d'un hôpital rural, un regroupement hospitalier, le groupement hospitalier Homme-Marne, et membre du conseil de surveillance du CHU, et qui va confirmer ce qui a été déjà largement rapporté, me semble-t-il, par mes collègues, où on voit bien la difficulté de l'application, notamment dans les structures rurales, avec le manque de personnel qualifié qui peut caractériser malheureusement le milieu rural. J'interviendrai sur le plan organisationnel, sur le plan financier, rajouterai un petit volet sur l'absentéisme, puisque ça n'a pas été développé précédemment par mes collègues. On voit bien que l'organisation de la réduction du temps de travail a permis un gain de 10%, certes, de ce temps, mais qui n'a pas été compensé, cela a été largement dit, à la hauteur par le biais, à l'époque, de la dotation globale. Ne n'oublions pas, puisque nous étions avant la T2A. Et le ministère a autorisé des établissements à recruter de façon supplémentaire environ, c'est la moyenne, environ 5%. Qui ont été autorisés, tandis que les autres efforts pour combler le déficit ont dû être faits par le biais de réorganisation du temps de travail, sans qu'il y ait à l'époque de directives précises. Il appartenait à chacun des établissements de s'organiser, et ainsi l'ensemble des organisations ont été revues. Les temps de transmission, cela a été dit, je ne m'attarderai pas, ont été réduits, et les pauses de RTT particulièrement encadrées. Bien souvent, d'ailleurs, les structures ont fait appel à des cabinet spécialisé de par la complexité du travail, qui a été certes arrangé ensuite par l'annualisation de ce temps de travail. Mais je me rappelle très bien ce témoignage d'aide-soignante qui me disait ses heures d'entrée à 5h38 le matin lorsqu'elle commençait, c'était précis, et puis ses heures de sortie, quand je me souviens, c'était soit à 11h12 pour certains jours ou à 12h38 pour d'autres, et quand on est en train d'être au chevet d'un malade et de faire les soins nécessaires, il lui appartenait d'être très rigoureux sur le temps de travail, avec le relais qui était fait au milieu des soins donnés, puisque la seule valeur était la valeur comptable du temps de travail. Alors certaines équipes se sont faites sur la base de 8 heures, effectivement, d'autres sur la base de 10 heures, d'ailleurs souvent pour les agents de nuit, ou 12 heures, notamment pour les urgences et pour les sages-femmes, ce qui générait bien sûr des repos compensateurs mixtes, soit de RTT, soit d'heures supplémentaires d'hiver, soit prise de congé, toute la complexité, ça a été bien dit par Gérard Larcher, des responsables de l'organisation temporelle du travail. Cette réorganisation complexe, fondée simplement sur des bases horaires et non sur des bases fonctionnelles, s'est donc faite par des accords locaux qui ont résulté d'ailleurs des rapports de force qu'il y avait avec les syndicats notamment, et qui ont entraîné une désorganisation importante et une hétérogénéité des situations, en plus des coûts non compensés, tout à fait variables d'une structure par rapport à une autre. Alors, des aménagements sont faits, tels que les temps de transmission, la réduction des temps de transmission, particulièrement réduits, l'encadrement des RTT, ainsi que ces fameux repos compensateurs. Mais tout cela a été bien dit, a entraîné une diminution des moments d'échange, ce qui n'a fait qu'accentuer la position de défense des équipes du matin par rapport à celle de l'après-midi ou de la nuit. La mise en place des 35 heures a augmenté la concentration de la charge de travail des infirmières et des aides-soignantes sur un temps de présence plus court, et principalement pour les équipes du matin, dont la prise en charge des soins est beaucoup plus intense dans la majeure partie des services. De même, certains établissements, par manque de personnel soignant, ont dû faire appel à des médecins ou des infirmières provenant parfois d'autres pays, ou à des intérimaires, et ce qui a représenté un coût important pour les établissements et parfois une formation tout à fait précaire. Les conséquences financières, Madame le ministre, si vous permettez. On remarque qu'il y a eu environ 5% de compensation financière, ces dernières se discutant avec le ministère directement, et certains établissements, par rapport
à d'autres, par rapport notamment aux forces politiques en présence dans les conseils d'administration à l'époque, ont peut-être effectivement été davantage indemnisés que d'autres, d'où des situations particulièrement inégales sur le plan budgétaire que l'on a pu rencontrer et qui ont été largement décrites précédemment. Par contre, certains ont été mieux dossés ensuite quand on est passé à la T2A, et il y a eu des différences qui se sont constituées ensuite, et les établissements les mieux dotés au départ n'ont pas été ceux qui, par la suite, s'y sont le mieux retrouvés. Et la T2A, certes, a été une amélioration, et elle n'a pas entraîné, elle, d'évolution des comportements au niveau du personnel, soignants ou non soignants, mais elle a eu une vision un peu plus productiviste du soin, étant liée davantage à la progression des activités. Et là aussi, un certain nombre d'aménagements méritent maintenant, de par l'expérience que nous en avons acquis, d'être peut-être revus. Rappelons également quelques chiffres toujours indispensables à la réflexion de notre modèle social, qui est à crédit, ne l'oublions pas. Trop souvent, on oublie que nous empruntons pour fonctionner. Tout d'abord, rappelons que la France compte 17,8 employés hospitaliers pour 1000 habitants. C'est un ratio des plus élevés d'Europe. Le taux de remplissage des établissements est, lui, en moyenne de 75%. Et là, il figure parmi les plus faibles d'Europe. Cela doit quelque part nous interpeller. Ces 2 dernières années, le gouvernement a privilégié de dégager 2,5 milliards d'économies. C'est tout à fait respectable, bien entendu. Mais en contrepartie, les établissements ont affiché un déficit de 400 millions d'euros. Et quand on voit le coût des 35 heures qui a été rappelé à plus de 600 millions d'euros actuellement pour les établissements, on voit bien que le déficit de ces établissements, déficit chronique, est imbutable en bonne part au principe des 35 heures. N'oublions pas d'ailleurs que l'on parle de réduire les dépenses publiques. Cela a été dit, 50 milliards d'euros évoqués, pas ciblés, on l'a bien compris, et par conséquent, les dépenses de santé sont directement concernées et peuvent être directement mises en cause, Madame Cohen. En ce qui concerne l'état d'esprit, c'est bien certain, cela a été décrit, ça mérite d'être souligné, les témoignages que j'ai sont concordants, l'état d'esprit a évolué avec les 35 heures. Auparavant, bon nombre de personnels soignants ne comptaient pas les heures, encore moins les minutes. Et puis, ils ont pris en compte, au pied de la lettre, tout le temps travaillé. Ce fut emblématique, notamment, d'après mes témoignages, en ce qui concerne les médecins et les cadres de santé, notamment, qui ont dû organiser avec complexité des tableaux de service en indiquant bien précisément les heures travaillées, les jours de congé, les RTT, bref, un vrai casse-tête, souvent pris d'ailleurs sur les heures consacrées au service des malades. Et où est l'avantage pour les usagers, si ce n'est de voir toujours plus de personnes se relayer à leur chevet? 2 questions se posent. Est-ce que le personnel a une meilleure qualité de vie au travail? Pas forcément, me semble-t-il. Ils ont davantage de temps libre, certes, mais se sentent moins investis sur le plan professionnel et les temps conviviaux, cela a été dit, ont été réduits. Est-ce qu'il y a moins de souffrance au travail? Je n'en suis pas certain du tout. Je n'en suis pas certain. Les statistiques, il n'y en a pas énormément, ne semblent pas parlantes. À écouter, par contre, le personnel hospitalier, les contraintes budgétaires, dont d'une part est imputable bien sûr au temps légal de travail, sont fonctionnellement souvent mal vécues. Dès lors, 2 problèmes se dégagent, celui de la dette sociale, il faut en parler, puis un problème d'engagement et d'implication. Les 35 heures ont entraîné une pénurie d'infirmières compte tenu de la demande supplémentaire et donc une pression sur le métier. C'est créé la dette sociale pour les hôpitaux qui se concrétise, cela a été rappelé, en épargne-temps. Et cette dette sociale n'est pas provisionnée, rappelons-le, et que si l'ensemble des employés décidaient de partir de l'hôpital à un certain moment, les finances ne pourraient pas solder comme il se devrait leur compte, et cela aussi mérite d'être pris en compte. Maintenant, je voudrais insister sur un autre point qui n'a pas été décrit par les orateurs précédents, à savoir l'absentéisme. C'est un problème relatif à l'engagement, à l'implication du personnel, l'absentéisme, et notamment au sein d'une équipe. Et là aussi, on peut noter que dans les hôpitaux, le taux d'absentéisme est important. 1 jour sur 8, 12% du temps de travail. C'est quand même un indice de pénibilité
significatif et les 35 heures n'ont pas amélioré les conditions de travail. La contrainte réside par défaut dans la notion de présentéisme, pour laquelle les 35 heures ont eu un effet négatif. Il est de fait plus compliqué d'avoir des personnes solidaires les unes des autres, et les remplacements sont assurés tant bien que mal, bien souvent de façon difficile. On fait toujours appel aux mêmes personnes, c'est en tout cas les témoignages de personnels soignants que j'ai recueillis. Néanmoins, soyons réalistes, des améliorations sont intervenues depuis la loi HPST qui prévoyait un renforcement du management de proximité en redonnant du pouvoir aux chefs de pôle, ce qui est tout à fait essentiel, afin de permettre l'expression des personnels et favoriser les échanges d'informations. Donc la réponse à l'absentéisme est triple. Une réponse institutionnelle, disciplinaire s'il le faut, avec une vraie fermeté sur les comportements abusifs pour le respect de ceux qui n'ont pas ces comportements, une réponse de prévention des maladies liées au travail afin de baisser notamment la pression exercée sur ces mêmes personnes, et puis une troisième réponse, la réponse managériale, avec la création d'un sentiment d'équipe, l'amélioration des conditions de travail lorsque cela est faisable. Et au-delà des indicateurs d'absentéisme, on remarque les indicateurs d'un turnover important, ce qui traduit l'accentuation des comportements individualistes. Pour conclure, conjugué aux 35 heures, d'autres facteurs rentrent en ligne de compte en termes de solutions. Le fait, Madame la Ministre, d'avoir supprimé le jour de carence n'est pas non plus une motivation à la baisse de l'absentéisme. En 2012, le nombre d'absences d'une journée a reculé de 41% dans les hôpitaux hors CHU. C'est la première baisse enregistrée depuis 10 ans. Du fait, toutes durées confondues, la fréquence des arrêts de travail était retombée à son niveau de 2007 dans les hôpitaux. En 2012, l'instauration du jour de carence avait permis d'économiser, là, rappelons-le, 63 millions d'euros dans les hôpitaux publics. C'est considérable. Sa suppression, me semble-t-il, n'est pas un bon signe, ni pour la fonction hospitalière, ni pour les finances publiques. En termes de transformation, les 35 heures n'ont pas qu'induit des modifications organisationnelles, mais ont entraîné aussi une évolution générale et individualiste, donc des comportements humains. D'ailleurs, rappelons-le, nul pays n'a adopté ce temps légal de travail. En conséquence, le rapport avantage-inconvénient n'est pas bon. C'est logique, la rigueur comptable domine au détriment de la motivation et de la vocation, qui sont pourtant les valeurs indispensables et reconnues des professions hospitalières. Il ne s'agit pas, à travers ces propos, de remettre en cause leurs compétences, mais il ne faut pas non plus sans cesse les décourager à travers un certain nombre de mesures. Et écoutons également les malades. Et les malades disent bien que les conditions d'hospitalisation se dégradent régulièrement. C'est bien la preuve, s'il en fallait, qu'il se passe. Il y a un certain nombre de difficultés au sein de nos structures hospitalières. Donc, pour conclure, lucidité, cela a été dit, et notre modèle social arrive à bout de souffle. Il faut être clair, si on veut le conserver, il faudra prendre des dispositions importantes, à bout de souffle sur le plan fonctionnel. Nous sommes un pays où le chômage n'arrête pas d'augmenter. Il y a bien quand même des réalités qui sont là à analyser. Et puis sur le plan financier, puisque nous le budgétons à crédit. Et puis rappeler une nouvelle fois, s'il le fallait, Madame la Ministre, comme je le fais à chacune de mes interventions, qu'il y a ce problème de numerus clausus. Ce problème de numerus clausus qui, au cours des années, n'a pas suffisamment évolué et qui montre bien les difficultés que l'on peut rencontrer, notamment dans les structures rurales, et où ces mentalités ayant évolué. Maintenant, lorsqu'il y avait 2 médecins, il en faut 3 pour assurer le même service. Et donc, en conséquence, il faut prendre nos responsabilités, là aussi, pour former le nombre de médecins nécessaires pour que l'ensemble des territoires soient mis tous à la même enseigne. Je vous remercie. Merci, monsieur.